Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léa Geneviève et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, ou neuropsychologue pour aller plus vite, avec des titres à rallonge, tout ça. Moi je travaille auprès d'un autre public empêché que le vôtre, je travaille auprès des personnes âgées en EHPAD, public, pas chez Orpea. Mais bon, parfois c'est pas loin. Bref, et je travaille aussi en consultation mémoire, donc pour les personnes qui sont à domicile et qui viennent pour avoir un bilan, savoir si elles présentent des troubles cognitifs ou pas. Type maladie dégénérative, Alzheimer, etc. Donc les fonctions cognitives, c'est un peu le cœur de mon métier. Le jeu de société, beaucoup moins, mais il y a pas mal de ponts qui sont à faire entre les deux. Et ce que je vais tâcher de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière assez exhaustive, mais bon, pas complètement non plus, et en essayant d'aller un peu vite, plusieurs fonctions cognitives à travers des jeux de société que vous avez ici sur la table et que vous pourrez venir voir tout à l'heure. Plus tard, on pourra y jouer cet après-midi. Pendant la pause, vous pourrez déjà venir zioter si vous avez envie. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du jeu de société, parce que vous avez déjà eu une belle présentation tout de suite. Je vais juste faire le distinguo entre, en effet, donc le jeu au sens du jouet, ET à la fin, qui a été étudié en psychanalyse, beaucoup plus que le jeu au sens jeu de société. Donc ici, vous avez une définition de Winnicott qui dit « c'est en jouant, et peut-être seulement quand on joue, que l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif ». Donc cette citation est issue de jeu et réalité, mais qui du coup ne parle pas du tout de jeu de société. Donc ne lisez pas, ça ne va pas vous parler. On est sur la psychanalyse plutôt enfant. Éventuellement, cette citation, on pourrait l'utiliser pour tout ce qui va être jeu de rôle, mais pas de bol, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur la deuxième citation qui est souvent... on pense que c'est Platon qui l'a dite, mais certains auteurs pensent que c'est une citation plus récente. Enfin bref, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vrai et qui, pour le coup, même si elle n'avait pas été conçue dans le domaine du jeu de société de règles qu'on a ici présent, s'applique aussi parce qu'on va voir que notre fonctionnement cognitif s'exprime et transparaît à travers le jeu de société moderne. Donc notre jeu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc un jeu de règles, pour reprendre la citation du système Esar tout à l'heure. Alors qu'est-ce que sont que les fonctions cognitives ? Notre cerveau nous permet, là, aujourd'hui, d'être ici, de bouger, de parler, de comprendre ce que je dis, à peu près, j'espère, en tout cas, de percevoir, de comprendre l'environnement que ce soit le son, la lumière. Là, vous avez plein d'informations en permanence, en fait, qui vous arrivent et qui sont traitées par votre cerveau sans que même que vous vous en rendiez compte. Les fonctions cognitives nous permettent donc d'avoir un comportement adapté, cohérent, adapté aussi à notre environnement qui évolue sans cesse, et finalisé, donc qui a un objectif, qui a un but. Elles nous permettent d'avoir une vie relationnelle et sociale, on espère logiquement à peu près adaptée. Donc on voit que chez les personnes qui présentent des troubles de fonction cognitive, même mineurs, les relations vont forcément être impactées. Alors un trouble cognitif, c'est pas forcément uniquement chez les vieux. Ça arrive, il y a des enfants qui présentent ce qu'on appelle des troubles du spectre autistique, enfin des enfants et pas que, mais c'est souvent révélateur au moment de l'enfance. Après un traumatisme crânien ou un AVC, par exemple, aussi, les personnes peuvent présenter des troubles cognitifs. Donc là aussi, on va voir que ça va fortement impacter, et c'est pour ça qu'il y a aussi des centres de rééducation pour réhabiliter ces fonctions cognitives qui sont altérées, dans le but de se réadapter à une vie en société normale, au sens normalisé, qui rentre dans la norme. Alors, premier pan des fonctions cognitives qu'on va voir aujourd'hui, rapidement, ce sont les fonctions instrumentales. Les fonctions instrumentales, c'est des fonctions qui sont rattachées à nos sens. Donc la perception, que ce soit visuelle et auditive, mais aussi le goût, le toucher. Quand, là vous voyez le diaporama,
Donc ça veut dire que l'information est tout d'abord traitée par vos yeux, donc par votre sang, mais après traverse votre nerf optique pour aller jusqu'à votre zone occipitale, derrière votre cerveau. Donc, pareil pour les oreilles, c'est traité... Enfin, voilà, puis en plus, ça s'inverse au niveau du cerveau, c'est traité de l'autre côté. Enfin, c'est un peu le bordel là-dedans. C'est pas hyper optimal comme outil, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Donc, pareil pour le goût, etc. Et surtout le langage. Là, vous m'entendez, le langage, il y a l'expression, la compréhension. En plus, nous qui sommes érudits, on sait lire et écrire, ça fait aussi partie des capacités de langage qui vont aussi souvent être sollicitées à travers le jeu. Là, la sélection que je vous ai faite, il y a quand même des jeux avec écriture et des jeux sans. Donc ça aussi, il va falloir s'intéresser à ça en fonction du groupe qu'on a en face. Parce que si on a des personnes qui maîtrisent pas ou mal le français, on va peut-être éviter de leur balancer un truc avec des règles comme ça, et puis énormément de choses à lire, et préférer des choses plus visuelles. Donc s'intéresser à tous les troubles sensoriels, que ce soit du coup des handicaps vraiment sensoriels, ou des troubles dits invisibles, dus à des déficits cérébraux. Voilà pour ces fonctions instrumentales, on passe rapidement. Alors, l'attention et la concentration. Ou on devrait dire même les attentions, parce qu'on a tous différents types d'attention, que je vais tâcher de vous présenter ici. En premier, l'attention sélective. C'est notre capacité à focaliser notre concentration sur un élément unique. Par exemple, là, vous êtes actuellement très attentif, personne ne parle, vous êtes sage. Vous avez pourtant plein d'informations autour de vous. Vous avez la lumière des néons, vous avez des personnes qui sont en train de circuler autour de vous pour gérer la technique. Vous avez peut-être votre téléphone dans votre poche qui vibre. Vous avez plein d'informations que vous percevez, mais pourtant vous arrivez à vous focaliser sur ce que je dis et sur mes balbutiements. Et on voit quand même que notre cerveau traite toutes les informations qui sont autour de nous grâce à l'effet cocktail. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça. Quand vous êtes dans une soirée ou dans un bar, vous arrivez à focaliser votre attention sur votre interlocuteur, sur une seule personne, alors qu'il y a une multitude de personnes autour de vous. Cependant, si vous entendez votre prénom dit par une autre personne, tout de suite, votre attention va se tourner vers la personne qui a dit votre prénom. Ça nous prouve que le cerveau traite ce qui se passe, mais c'est juste qu'on le met en off, on arrive à le mettre en sourdine. Donc, le but, quand on crée une session de jeu, c'est que les participants réussissent à se focaliser sur notre jeu. Ce qui n'est pas toujours évident dans un univers qui présente beaucoup de distracteurs, et y compris à la prison, où vous avez un univers donc, qui est bruyant, il y a plein de choses qui se passent, y compris quand les surveillants tapent sur les barreaux pour vérifier régulièrement, j'ai oublié le terme, le sondage des barreaux. Ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement perturbant. Après, peut-être que les personnes détenues qui sont là depuis longtemps, elles l'ont intégré dans leur routine, mais je pense que les nouveaux arrivants, c'est quelque chose de très surprenant. Donc, ça va forcément les attirer. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure, c'est comme quand on habite à côté d'une route. Au début, on entend beaucoup, et puis après, on l'entend plus, en fait. Et c'est les nouvelles personnes. Ah, c'est bruyant chez toi. Ah bon ? En fait, c'est intégré dans notre routine. Le cerveau traite l'information, mais vraiment très loin parce qu'il s'est habitué. L'attention divisée. C'est notre capacité à faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, cuisiner en regardant la télévision, conduire et parler ou écouter la radio. Vous, peut-être qui êtes en train d'écouter et de prendre des notes, vous êtes aussi en train de faire plusieurs choses. Donc là, on oublie tout ce qui va être notion de réflexe comme respirer. Pour les gens qui n'ont pas de problème de santé, ça fait pas partie des choses sur lesquelles il faut se concentrer. Mais les personnes qui présentent des troubles, enfin des déficits pulmonaires, peuvent être obligées de se concentrer à respirer. Et en fait, elles sont tout le temps en attention divisée. Faut que j'aspire. Et en plus, faire les tâches du quotidien, marcher, parler, etc. Donc, quand on est en attention divisée, on a plusieurs choses à gérer à la fois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas conduire au volant, parce que ça vous force à être en attention divisée. Conduisez au volant, c'est mieux. Voilà, donc, téléphoner au volant. Voilà, moi, je gère plusieurs choses en ce moment. Donc là, on peut faire des erreurs quand on gère plein de choses à la fois. Donc, parce que l'attention, ça va être un réservoir limité. Et du coup, quand on fait plusieurs choses à la fois, on le coupe. Donc forcément, si
on a la musique, on est au volant, on dit aux enfants arrêtez de crier derrière, et qu'en plus il faut conduire, on a fait trop de choses à gérer, donc l'attention qui est distribuée sur la conduite est forcément moindre que si vous ne faites uniquement que conduire. Alors, un jeu d'ambiance pour présenter ça. Donc je vous ai sélectionné aujourd'hui uniquement des jeux d'ambiance, parce que ce sont des jeux forcément plus courts que des gros jeux, donc plus facile peut-être à mettre en place pour une première approche du jeu de société. Avec Stay Cool, qui est ici au milieu. Donc dans Stay Cool, chacun votre tour. Pardon ? On ne reste pas cool. Voilà, exactement. C'est peut-être on va être un petit peu sur les nerfs. Donc dans ce jeu, vous allez devoir répondre à 2 séries de questions en même temps. Vous allez avoir d'un côté des personnes qui vont vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre en modalité orale, pendant que de l'autre côté, un autre joueur va vous poser d'autres questions et vous allez devoir y répondre cette fois-ci avec les dés qui sont là. Donc, tout pendant que vous répondez à réciter l'alphabet à l'envers, Z, Y, W, je sais plus. En plus, vous devez chercher vos lettres pour former le mot pour répondre à la question qui vous est posée de l'autre côté. Et comme si c'était pas assez simple déjà, en plus de ça, à partir de la manche 2, vous allez devoir gérer le temps. Parce que, pour que ça soit drôle, c'est chronométré. Vous avez ici un petit sablier. À la première manche, on le retourne pour vous. Et à la deuxième manche, c'est vous qui devez retourner votre sablier parce que vous avez donc 4 sabliers de 30 secondes en 2 minutes. Et c'est vous qui devez le tourner quand il se termine, etc. Et comme c'est trop simple, à la dernière manche, vous devez dire à votre copain « retourne le sablier » alors que vous ne le voyez pas. Donc vous avez 3 choses à gérer en même temps. Et généralement, on voit que des gens, y compris moi-même, oublient de dire « retourne le sablier » et « stop ». Pourquoi stop ? Le sablier ? Non. Du coup, t'as fait 0 et t'es content. Donc l'attention divisée, c'est pas évident. Une dernière forme d'attention, c'est l'attention soutenue. C'est quand on concentre son attention longtemps sur une tâche. Par exemple, quand vous conduisez, on vous dit de faire des pauses au bout de 2 heures, parce que l'attention soutenue, elle peut pas rester au top. Au bout d'un moment, forcément, avec la fatigue, ça diminue. Donc, il est important de faire des pauses pour se ressourcer, pour pouvoir à nouveau présenter une attention soutenue de manière étendue dans le temps. Donc, c'est pas pour être très barbatif, c'est vraiment une question de santé aussi, pour éviter, une fois de plus, les accidents. Quand on lit un roman, on est aussi concentré, alors sauf si on lit qu'1 page et demie, mais on voit déjà quand les enfants apprennent à lire, une page et demie, ça va être très long parce que c'est pas du tout quelque chose qui est automatisé. Donc plus on va être à l'aise dans une tâche, plus on va pouvoir maintenir son attention longtemps parce qu'elle sera moins coûteuse. Nous, maintenant, on est des experts de la lecture, tous ici présents, donc on peut lire 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, sans souci. Quand on apprend à lire, ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, on voit que quand on fatigue, on va être obligé de relire souvent une phrase parce qu'on n'arrive plus à maintenir notre attention soutenue pour le coup. On dit bon, je crois qu'il est l'heure d'éteindre la lumière. Donc, par exemple, jouer à un jeu long, ça va solliciter cette attention soutenue. Ou également, si vous enchaînez plein de jeux, parce que là, c'est des jeux assez courts, mais si vous en faites 5-6, au bout d'un moment, en plus, apprendre les règles, c'est quelque chose qui est coûteux aussi d'un point de vue cognitif. Donc, ça va fatiguer. Donc, pas prévoir de jeux trop longs dès le départ, ni de sessions de jeux trop longues pour une première approche du jeu. Voilà pour les capacités d'attention différentes. Ensuite, je vais vous proposer de parler de la mémoire ou des mémoires. Alors, à votre avis, combien de mémoires avons-nous ? 3. J'ai personne qui me dit 1. Peut-être qu'ils se disent, s'il y a des mémoires, c'est qu'il y en a plusieurs. Et en effet, on a plusieurs types de mémoires et on va en voir aujourd'hui ensemble 4. Quoi ? On a 4 types de mémoires ? Et que fait Julien Lepers ici ? C'est ce qu'on va voir. Donc, on a des mémoires certaines dites implicites et d'autres explicites. Les mémoires implicites, ça va être les mémoires qui sont inconscientes en fait, qu'on va pas pouvoir verbaliser, choses qui sont automatisées. Alors que les mémoires explicites, c'est des choses qu'on va pouvoir conscientiser, verbaliser, expliquer. Donc la mémoire procédurale est une mémoire pour le coup implicite. On ne se rend pas compte, par exemple, quand on fait du vélo. Faire du vélo ou conduire, c'est des choses que nous avons apprises.
On n'est pas avec un volant dans les mains, on ne peut pas, c'est quelque chose qui s'acquiert. Donc, ça va être une action qui est devenue inconsciente et automatique, grâce à la répétition, à la pratique. Je sais comment faire, je sais comment on fait pour passer une vitesse. Si vous avez appris à conduire en boîte automatique, vous ne savez pas le faire. Si vous ne savez pas conduire, vous ne savez pas passer de vitesse. Les gens qui ont le permis savent comment faire, et d'ailleurs, on voit que quand on est en situation à côté d'apprenants et qu'on doit expliciter, par exemple, si vous êtes accompagnateur de conduite accompagnée, ça va être difficile, ça va vous demander un effort que d'expliquer le processus à mettre en place pour embrayer, rembrayer, etc. Ça va vous nécessiter un effort parce que au quotidien, quand vous conduisez, vous ne devez pas dire « alors attention, là, je vais passer la vitesse, il faut que j'appuie, que je manipule ». Non, vous faites ça comme ça, et c'est parce que vous êtes expert que c'est devenu procéduralisé, que vous pouvez faire autre chose en même temps, répondre au téléphone, non, faut pas, non, on n'arrive pas à les faire. Parler à votre compagnon de bord, aux enfants derrière, écouter la radio, etc. Quand les personnes, du coup, vieillissent, on voit que même parfois se laver, s'habiller, qui sont pourtant des choses qui sont procéduralisées, peuvent être oubliées, mais ça, on s'éloigne du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quid du jeu ? Eh ben, on voit, quand on apprend à jouer, on balbutie, on ne sait pas trop, alors attends, comment il faut mettre en place, etc. Que quand on est un groupe de joueurs qui se connaît en plus, on va dire, bon, on va jouer à tel jeu, hop, tac, on peut faire autre chose en même temps, et t'as préparé le café, ouais, attends, je te mets, hop, et en 2 minutes, on a mis Seven Wonders en place, alors qu'au début, ça nous prend un quart d'heure, c'est quoi les pièces de couleur 3 on est perdu. Donc ça, voilà, c'était aussi des habitudes qui s'acquièrent. La mémoire sémantique. À nouveau, une mémoire implicite. Et Julien Lepers, c'est là. Et d'ailleurs, si je vous ai dit que cet homme s'appelle Julien Lepers, c'est parce que je le sais. C'est quelque chose que j'ai appris. Alors quand, comment, je sais pas. Certainement, à force qu'on me l'ait répété, ça a fini par s'intégrer. Voilà. La mémoire sémantique, c'est la mémoire du sens, la mémoire des connaissances générales qu'on a apprises. Donc sans se souvenir du contexte spatial et temporel de l'acquisition. Donc, je sais quel jour on est, ça va à peu près logiquement, sauf si vous êtes désorienté, mais si vous avez réussi à venir ici, c'est que ça doit aller. Et je sais que Paris est la capitale de la France. Je l'ai sûrement appris à l'école, mais vous vous souvenez pas du jour où vous avez intégré, dire « Ah oui, ça y est, aujourd'hui, maintenant, je sais que Paris est la capitale de la France ». Non, c'est à force de répétition que c'est devenu automatique. On parle aussi de sémantique personnelle, donc je sais quel est mon âge, quelle est mon adresse, etc. Et donc, un jeu d'ambiance, une fois de plus, pour vous expliquer ce qu'est la mémoire sémantique, ça va être Timeline. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce jeu, qui est ici. Dans Timeline, on va constituer une frise chronologique avec différents événements. Donc, vous allez avoir 5 cartes devant vous au début d'événements à placer. Donc, au tout début de partie, c'est simple, il n'y a qu'une seule carte référence. Donc, c'est soit avant, soit après. Mais du coup, plus le jeu dure, plus il va y avoir de cartes, donc plus la frise va s'étoffer, donc plus ça va être compliqué. Et si vous avez par exemple l'alunissage à placer, alors, vous pouvez dire, bah je sais, c'est en 69. Paf. Ça, c'est la mémoire sémantique, c'est OK, vous le connaissez par cœur. Par contre, si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas appris auparavant, là, vous allez mettre en jeu vos capacités de logique. Bah, attends, je sais pas, c'était peut-être par là, mais j'ai pas trop d'idées, mais je vois que là, il y a l'invention, le décollage, premier décollage réussi d'une fusée, c'est sûrement après. Donc, les jeux de société, de manière générale, tout comme les tests neuropsycho, ça va pas être des tâches dites pures. On peut jamais mettre en place un jeu qui va impliquer une seule fonction cognitive. Il y a forcément une multitude. Donc ça aussi, c'est à être vigilant lorsqu'on choisit nos jeux. Un petit peu de pub pour Cristalline, on repart. Avec la mémoire de travail. Est-ce que c'est un terme qui vous parle ? Ouais, beaucoup donc. Le terme de mémoire à court terme. Le mot travail, ouais, vous maîtrisez. Un peu trop peut-être d'ailleurs. Donc c'est... La mémoire de travail, c'est l'appellation qu'on préfère maintenant à celui de mémoire à court terme. Parce que dans
l'appellation mémoire à court terme, ok, on va prévu, c'est un truc qui est très restreint dans le temps. C'est la capacité à retenir certaines informations sur un temps très court, moins d'1 minute. Vraiment, ça passe extrêmement vite. Selon ce qu'on appelle l'empan. Alors l'empan, c'est peut-être un mot aussi que certains ont déjà entendu, c'est le nombre d'informations qu'on a en capacité de retenir. Dans la norme, dans la population, cet empan est de 7 plus ou moins 2. Donc 5, 6, 7, 8 ou 9. En gros, on est entre 5 et 9 selon les personnes. Donc ça, c'est vraiment la capacité de mémoire à court terme. Mais avec le terme de mémoire de travail, ça rajoute notre faculté à manipuler ces informations. Donc là, quand vous m'avez écouté, vous avez entendu pas mal d'informations qui sont des mots, et c'est parce que vous avez retenu que ça met du sens, et que vous êtes en capacité du coup d'intégrer ce que je dis. Surtout que je fais des phrases à rallonge en plus, donc je mets votre mémoire de travail et à rude épreuve. Donc, pour comprendre, en fait, vous allez manipuler les informations, il faut forcément retenir le début pour comprendre la fin d'une phrase, pareil quand vous lisez, etc. Donc, vous conservez ces informations en tête, le temps de réaliser une tâche. Typiquement, quand on vous dit un numéro de téléphone, vous allez le retenir jusqu'à l'avoir composé, et puis une fois de plus, après, quel était le numéro de téléphone, ça va être impossible. Ça preuve que c'est vraiment très court dans le temps. Une fois que vous avez revomi l'information, ça disparaît. Et puis si vous vous êtes trompé, alors là c'est impossible de vous rectifier. Ça marche aussi quand vous vous dites « Ah, j'ai un petit peu faim, je vais aller me chercher un petit cookie ou un petit croissant. » Puis vous allez jusqu'à la table, et puis là il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous discutez d'un truc et tout, et puis bon, la personne va parler, elle va dire « Qu'est-ce que j'allais faire déjà ?» Bon, ça c'est parce que votre mémoire de travail, comme c'est vraiment sur un temps très court, comme vous avez été interrompu, vous avez oublié ce que vous vouliez faire. Puis après, votre ventre gargouille dit « Ah oui, le croissant. Je vais me chercher un petit croissant. » Pareil, au niveau du calcul mental, vous avez le calcul tout en haut, qui est un calcul compliqué. Ça va vous forcer, du coup, à manipuler, parce que vous avez plusieurs informations. Donc là, vous dites « Alors, j'ai appris à l'école, mémoire sémantique, qu'on traitait d'abord ce qui était entre parenthèses, donc 2 plus 3... 2 plus 1, ça fait 3, ok, donc je garde 3 dans ma tête, donc je le retiens, pour pouvoir manipuler le reste. 6 divisé par 2, ça fait... Ouais, il y en a une qui suit. Et du coup, après 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça, c'est typiquement aussi une épreuve de mémoire de travail. 2 exemples, du coup, pour cette mémoire de travail. Le premier, sur la capacité de maintien. Donc, mémoire à court terme avec le burger de la mort. Est-ce que ça vous parle, ce jeu? Il dit, mais c'est pas un jeu. Oui, en effet, c'est issu de Burger Quiz, le jeu télévisé, pour le coup. Et donc, ils ont sorti l'année dernière le burger de la mort, qui reprend vraiment la finale du jeu télévisé, mais un jeu de société. Dans ce jeu, on va vous poser 10 questions, et à la fin que le présentateur vous aura lu les 10 questions, vous devrez les redire. Et là, si vous avez suivi, si vous avez été attentif et soutenu dans votre attention, vous vous dites, il y a un truc qui cloche parce qu'on a dit que l'empan était entre 5 et 9. Et oui, c'est justement la difficulté de ce jeu, et pour ça, tout le monde ne peut pas repartir avec une voiture qui pollue extrêmement. Donc ça, c'est sur le versant maintien. Sur le versant manipulation, on a Jetlag, qui vous est aussi présenté ici, où là, on va à nouveau vous dire des questions, sauf que on va vous présenter une question, 2 questions, et à la fin de la deuxième question, vous devrez répondre à la première. Et comme ça, ainsi de suite, avec ce retour en arrière. Ce jeu-là est fortement inspiré d'exercices qu'on utilise en centre de rééducation, qui se base sur le principe du N-BAC. Donc vous allez devoir répondre à la question N-1, comme dans Jetlag, voire N-2, voire N-3. Donc vraiment retenir les informations, la première réponse, pour pouvoir la redire plus tard. Preuve que le jeu de société utilise des capacités cognitives et peut les majorer. On en reparlera tout à l'heure. Et en dernier lieu, la mémoire épisodique. Donc ça, c'est vraiment la mémoire au sens le plus commun du terme. Je me souviens que j'ai vécu ci ou ça. Je me souviens qu'hier soir, j'ai mangé des fajitas. Si. Je sais qui était là, à quel endroit c'était, etc. Je me souviens des détails de ma soirée, sauf si j'ai trop bu. Du coup, on va pas en parler.
Donc cette mémoire de je me souviens, c'est fait partie du coup des mémoires explicites. Je peux verbaliser ce qui s'est passé. Donc à la fois c'est une mémoire qui peut être récente. Je sais ce que j'ai fait hier soir, ce matin. Tout ce qui est antérieur à une minute, en fait, c'est la mémoire épisodique. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé ici ou vous vous êtes garé. Sinon, bon courage pour ce soir. Mais également ce que vous avez fait dans votre adolescence, quand vous étiez jeune. Tout ça, c'est de la mémoire épisodique. C'est vraiment une mémoire qui s'étend sur une très longue période. Et puis plus on vieillit, plus c'est long. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Parce que sinon, on aurait une tête comme as. On n'a pas un disque dur là-haut, donc il y a des choses qu'on oublie. Et il y a aussi des choses qui vont se sémantiser. On va se souvenir d'avoir vécu certains événements, mais pas, on ne peut pas redonner tous les détails. On dit, oui, je sais que je suis allée à Festiland le jour de mes 7 ans, mais j'ai pas de souvenir vraiment où je me revois la scène. Ça, non. C'est aussi parce qu'on nous a raconté des choses externes. Et donc, un jeu que vous connaissez, dont on a parlé, et si vous ne le connaissez pas, sortez de cette pièce, votre vie est fichue. C'est Time's Up. Time's Up, donc c'est un jeu d'équipe. Donc attention au conflit. Où le but est donc de faire deviner le maximum de mots à ses partenaires de jeu. Sans ou c'est, selon si on joue en équipe de 2 ou plus. Donc ce jeu qui se déroule en 3 manches. Dans la première manche, on va passer 40 cartes. Et on va les définir avec autant de mots qu'on veut. Sauf des mots de la même famille, il faut quand même pas rigoler. Sinon, c'est un peu trop facile. Dans la deuxième manche, on va reprendre ce même paquet de cartes, mais cette fois-ci, on va devoir dire un seul mot pour faire deviner à son partenaire ce qui était le mot cible. Donc un seul indice, on donne un seul indice. Et dans la troisième manche, on reprend à nouveau les mêmes cartes, et cette fois-ci, au lieu de dire un mot indice, on va faire un mime. Donc, ce jeu nous permet de comprendre vraiment le fonctionnement de notre mémoire épisodique, qui est un peu comme un carton. Dans cette première manche, donc, on va mettre les 40 cartes dans notre carton mémoire. C'est ce qui s'appelle l'étape d'encodage, d'apprentissage. On va encoder ces 40 mots. Ensuite, l'objectif, c'est que ces 40 mots restent dans la boîte, voire les récupérer après. Donc, le fait qu'ils restent dans la boîte, c'est ce qu'on appelle le stockage. Donc, on encode, on met dans la boîte, ça reste dans la boîte, ça stocke. Et donc, dès la manche 2, avec ce mot indice, on va faire de la récupération. On va aller chercher l'information dans la boîte. Donc, encodage, stockage, récupération. La mémoire épisodique est ce qu'on appelle sérielle. Sauf que si je vous ai fait deviner le mot pomme en vous disant, alors c'est un fruit, on peut en faire des tartes ou des compotes, c'est sucré, c'est un peu l'inverse de la poire, ok, pomme. Ça, c'est à la manche 1. Et si à la manche 2, je vous dis douche, parce que coopération en équipe compliquée, n'est-ce pas, la personne risque de ne pas trouver, alors que mais si, la pomme de douche, enfin, ah oui, la pomme de douche, ok, sauf que je vous ai parlé de la mémoire de la source, ça va être tous les éléments qui entourent ce qu'on a retenu. Là, la source, c'était le terme de fruit, et là, vous avez changé de sémantique, en fait. Comme en français, il y en a beaucoup de mots qui ont plusieurs sens. Si je vous dis, mais si, ou quand je vous mime, ça, la pomme là-dedans. Ah oui, mais non, c'est encore un autre sens, donc forcément, vous allez plus difficilement récupérer le mot que vous aviez encodé avec le contexte de fruit. Ça va toujours ? Je sais pas au niveau des enfants. Et donc, voici pour les mémoires. Donc là, vous dites, ouais, c'est bon, c'est fini. Le cerveau, c'est tout ce qu'il fait. Eh bien non, chers amis, on n'est même pas à la moitié. Je vous parle maintenant des fonctions qui sont en place le plus tardivement dans notre évolution cérébrale. Ça va être les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est les fonctions de plus haut niveau qui nous permettent d'avoir vraiment un comportement adapté à notre environnement changeant. Et là, vous vous dites, pourquoi il y a une route barrée sur son truc ? Elle va encore nous parler de boire et conduire ou quoi ? Pas tout à fait. On va voir ça juste après. Parmi ces différentes fonctions, on a la capacité de planification. Donc, c'est notre faculté à organiser notre temps. Par exemple, quand vous êtes venu ce matin, vous vous êtes dit, bon, bah, je vais pas au même endroit que d'habitude, je vais peut-être mettre mon réveil plus tôt, puis je vais préparer mon trajet sur mon GPS, etc. Vous avez mis en place différents éléments pour réussir votre objectif qui était d'être là à l'heure. Bravo. Vous avez une planification qui est efficiente.
On planifie au quotidien, quand on fait ses courses, quand on réalise une recette de cuisine, quand on va au travail, quand on organise ses vacances, etc. Donc on voit que les publics empêchés, comme les personnes détenues ou les personnes qui résident en institution, sont des personnes qui n'ont pas vraiment à planifier beaucoup de choses dans leur journée. Parce que on leur apporte à manger, on leur dit à telle heure, vous ferez ça, à telle heure, vous ferez ci, la toilette, c'est à telle heure, pour chez moi, pas pour vous, enfin, j'espère pas, etc. Donc ça va aussi être un réapprentissage pour les personnes après qui vont devoir être réinsérées. La planification, un jeu phare, c'est évidemment les échecs. Vous allez anticiper sur plusieurs coups. Mais on a également le jeu Dr Eureka qui est tout là-bas. Dans Dr Eureka, vous allez devoir manipuler des tubes à essai avec des billes de produits chimiques pour réaliser une configuration qui vous est présentée sur une carte. La personne qui réussit le plus rapidement remporte la carte. Donc, vous vous dites, ouais, mais au pire, je mélange et puis on verra bien ce que ça donne. Sauf que si vous faites ça, vous risquez d'être beaucoup plus lent que quelqu'un qui va prendre le temps d'observer la carte, sa disposition, et du coup d'anticiper pour dire, ok, il faut que je mette ça là, ça, et après, hop, qui fait juste exécuter. Parce que si vous exécutez et vous réfléchissez en même temps, vous n'allez pas réussir à être en attention divisée pour anticiper. Planifier va vous permettre d'être plus rapide. La capacité de flexibilité mentale, c'est ce qui se passe quand quelque chose que vous aviez prévu se passe pas comme ça devrait être le cas. Par exemple, votre trajet pour arriver ce matin, vous dites « Ah là, il y a énormément de bouchons », ou bien il y a une déviation. Vous allez devoir changer de plan, switcher, pour vous adapter aux événements de l'environnement qui n'avaient pas été anticipés. Donc par exemple, quand vous faites vos courses aussi, vous vouliez tel type de céréales, et finalement il n'y en a plus, bon bah, vous allez devoir vous rabattre, s'il n'y a plus de choc à pic, sur une autre marque que je ne suis pas censée dire. On va prendre des miel pops ou alors des Kellogg's. Voilà, ça fait 3 en ribot. Quand vous répondez à un message, lorsque vous regardez la télévision, par exemple, vous passez d'une activité à une autre. Et parfois, on voit que ça peut être difficile et ça peut vous arriver d'écrire ce que vous entendez à la télé ou quand vous discutez. Parce que c'est difficile de faire, du coup, 2 choses parallèlement. Enfin, de passer de l'une à l'autre plutôt. Pareil, si vous faisiez quelque chose et que ça sonne chez vous, à la porte d'entrée, et ben, vous allez devoir des difficultés à vous remettre dans ce que vous faisiez précédemment. Et c'est là que le riz peut cuire sur la gazinière. Et la casserole, après, elle est collée. Etc., etc. Donc, dans les jeux, on voit que, surtout dans les jeux où on va planifier, dans les gros jeux de stratégie, si quelqu'un vous met un barrage ou une attaque aux 1000 bornes, et vous dit, bah non, pneu crevé, vous allez devoir vous adapter et ne pas persévérer sur non, je vais jouer quand même mes kilomètres pour trouver une carte réparation de roue, etc. L'inhibition. Qu'est-ce que c'est l'inhibition ? Bah, c'est la faculté à s'empêcher de faire ou de dire des trucs. Typiquement, elle va être mise à mal quand vous buvez un petit peu trop. On dit les gens qui boivent sont désinhibés. Et c'est vrai, cérébralement, ça s'observe. C'est là qu'on va faire des déclarations d'amour à son ex à 3h du matin par texto, par exemple. Parce qu'on était complètement désinhibés. Mais l'inhibition au quotidien, c'est la faculté à mettre de côté les informations qui ne sont pas pertinentes pour la tâche en cours. Donc, une fois de plus, si vous discutez avec quelqu'un, vous allez mettre de côté les informations qui se passent autour de vous. Et quand vous jouez à ni oui ni non, vous devez vous empêcher de dire oui ou non, ou bien avec un jeu un peu plus élaboré que ni oui ni non. Pour des adultes, ça va être tabou, qui est ici aussi. Dans tabou, vous avez un mot à faire deviner, par exemple avion, mais vous ne devez pas dire aéroport, hélicoptère, aile. Et ben ça va être compliqué du coup de trouver des alternatives et de vous empêcher de dire les mots, et c'est bien souvent qu'on voit que les gens sont obligés de faire buzzer, parce qu'ils disent les mots sans même s'en rendre compte, alors qu'ils ont forcément lu les mots avant, mais c'est difficile de s'empêcher de dire des mots qui sont trop liés, qui sont des automatismes en fait pour décrire ce que c'est qu'un avion. Et enfin, le dernier versant qui est peut-être le plus élaboré de tous, c'est les capacités de cognition sociale. Donc ça va vraiment être ce qui nous permet d'être adaptés en société dans nos relations. Donc ça va nous permettre à la fois
d'identifier le comportement des autres, les émotions, les sentiments, etc., ses intentions, mais également ce qu'ils pensent. Pour ça, pour agir et adapter notre comportement aux autres, ce qu'on va faire souvent, c'est on va s'adapter aux émotions qu'on perçoit. Par exemple, là, vous voyez un bébé moche. Certains iront un peu plus loin en disant ouais, c'était juste c'est pas qu'il est fripé et ridé, c'est qu'il pleure. Si vous n'êtes pas en capacité de reconnaître l'émotion, vous allez dire oui, mais il est juste laid, quoi. Enfin, mais quand vous allez reconnaître ah oui, non, il pleure, vous allez pouvoir adapter votre comportement, dire ah, c'est peut-être parce qu'il a mal, il a faim, etc. Poser des questions et du coup adapter votre comportement pour aider cet individu potelé. On a tous donc des émotions, si, je vous assure, et on reconnaît 6 émotions de base qui sont dites universelles, qui sont celles qui sont présentes dans le film Vice Versa des studios Pixar. Est-ce que vous pouvez me les citer sans regarder le diapo? Un petit peu trop tard. Ok, donc parmi les 6 émotions de joie, oh là là. La joie. Ouais, bien beau, comme vous avez deviné. Donc on a la joie, en effet, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût, tout à fait. Et il nous manque dans Vice Versa la surprise qui fait aussi partie des émotions universelles. Donc ces émotions, on les retrouve dans toutes les cultures sur le globe. Les émotions, c'est une réaction physiologique. Par exemple, vous voyez un truc sinueux par terre, instinctivement, vous allez avoir une réaction de peur. C'est peut-être un serpent, on a peur. Alors que les sentiments, ça va être quelque chose qui se construit. Par exemple, l'angoisse, c'est quelque chose qui s'est construit à force qu'on ait eu peur. Par exemple, les gens, du coup, qui vont s'interdire d'aller visiter des zoos, en tout cas la partie reptile, parce qu'ils vont appréhender la possibilité de faire face à un serpent. Ça va ? Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment construit grâce, ou à cause, pour le coup, d'expériences passées. Et on voit d'ailleurs à la fin du film Vice Versa, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, en même temps, sortez de votre grotte, à la fin du film, les émotions se mélangent pour créer la joie et la tristesse, se mélangent pour donner la mélancolie. On voit que les émotions ont construit le sentiment qui est la mélancolie. Cette reconnaissance des expressions a été mise à mal pendant la pandémie où on portait tous des masques. Et on a été du coup perturbés parce qu'on s'appuie sur différents éléments du visage pour lire les émotions. Certes, les yeux sont de bons indicateurs, mais parfois, c'est difficile de nuancer, par exemple, la surprise et la peur quand on a... En plus, quand on est à moitié caché. Cette reconnaissance des expressions, on va voir qu'elle est... instinctivement, on va l'exacerber lorsqu'on va jouer au jeu de bluff. On va scruter nos amis pour essayer de voir justement tous les micro-mouvements qui pourraient un peu les faire se dévoiler au niveau de leur jeu. Par exemple, dans les jeux de bluff comme au poker. On voit certains ont du mal à bluffer et ça semble un peu compliqué. Avec ici Patrick. La perception sociale renvoie à tout ce qui va vraiment être normes de société, règles de vie et rôle dans notre société. Ça, ce sont des choses qui se sont apprises, mais ça permet, donc, apprentissage sémantique, mais pour avoir une perception sociale efficace, il faut être en capacité d'apprendre ce qu'on a appris, et donc d'analyser le contexte pour appliquer les codes sociaux qui sont attendus. Par exemple, on ne va pas dire « wesh cousin » à n'importe qui. On va peut-être pas forcément tutoyer tous ses collègues, encore moins sa supérieure hiérarchique, etc. Donc on voit que dans les jeux à rôle caché, on va aussi, comme les loups-garous de tierce-lieu par exemple, on va intégrer ces codes pour éviter de se faire avoir. Par exemple, si on est un loup-garou, on va essayer d'adapter l'attitude des villageois pour pas qu'ils nous démasquent en rappelant c'est toi qui nous croques toutes les nuits. Dans les jeux d'interprétation et de réplique comme Ta gueule ou Moi c'est madame, on va voir que l'aspect du coup party game, jeu d'ambiance, drôle, sympathique, va aussi survenir parce qu'il casse ces codes sociaux et c'est cette brisure qui va créer l'effet comique.
Et enfin, la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à supposer un état mental à autrui ou à soi-même. Donc c'est notre faculté d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Et on a deux parties dans cette théorie de l'esprit. On a la théorie de l'esprit cognitive, ou bien froide, qui va plus se référencer vraiment à supposer quelle est la réflexion, la stratégie, la pensée de l'autre, quel est son raisonnement, ses croyances, etc. Et à côté de ça, la théorie de l'esprit dite chaude, affective, où on va s'intéresser cette fois à ses sentiments. Donc, dans Feelings, qu'on évoquait tout à l'heure, on va typiquement être dans de l'empathie, donc dans la théorie de l'esprit chaude. Dans la sympathie, dans la théorie de l'esprit chaude, pardon. Alors que dans d'autres jeux comme Just One, que j'ai oublié de prendre, parce que j'ai mal planifié mon coup, on est dans la théorie de l'esprit froide avec de l'empathie. L'empathie, ça va être inférer les états froids, donc croyances, connaissances, etc. Alors que la sympathie va plutôt être utilisée pour le terme de tout ce qui est relatif à l'affect. Donc ici, en dessous, vous avez une illustration avec différents niveaux, différents ordres de théorie de l'esprit. L'ordre 0, c'est quand on se concentre sur moi. Donc, je pense que ce midi, je ne sais pas trop où je vais manger. Je sais que je vais manger, mais on verra où plus tard. Ça, c'est moi. La théorie du premier ordre, ça va être je pense que machin pense à quelque chose. Donc, je pense que Mathilde pense que je suis un peu à la bourre sur ma présentation. Alors ça, c'est une théorie. Peut-être que je me trompe, mais d'où le terme de théorie de l'esprit, en fait. C'est parce qu'on va émettre une hypothèse. On va émettre une théorie qui peut être fausse ou bien qui peut être vraie. Donc ça, c'est premier ordre. Je pense que Mathilde pense. Et la théorie du deuxième ordre, on va encore monter d'un niveau. C'est je pense que Mathilde pense que Laurent se dit que oui, je suis vraiment à la bourre dans ma présentation. Et à nouveau, il peut y avoir des erreurs, etc. Donc, Just One. Dans Just One, qui est un jeu d'équipe, vous allez devoir faire deviner des mots à un des coéquipiers. Pour ça, vous allez écrire des indices sur des petites ardoises. Sauf que, avant de montrer à la personne qui s'est cachée les yeux, vous allez checker entre vous vos mots. Et si plusieurs personnes ont écrit le même mot, elles effacent toutes les deux. Donc si vous êtes 3, si vous jouez à 4, il y en a un qui se cache les yeux et 3 autres personnes qui disent un mot. Si 2 ont mis le même mot, et ben on les efface tous les deux, donc il reste un seul mot pour la personne pour deviner. Donc c'est pas forcément évident. Donc là, vous allez mettre en place une théorie de l'esprit cognitive froide pour vous dire, alors je pense que Olivier, si on fait deviner le mot chocolat, il va peut-être mettre lait. Du coup, je vais pas mettre lait. Je vais essayer de mettre autre chose, parce que sinon on va effacer. Et finalement, on voit que personne n'a mis lait, parce qu'on est tous probablement affairés ces mêmes raisonnements, etc. Voici pour la théorie de l'esprit. J'aurais pu aussi vous parler, donc plus amplement d'autres jeux. J'aurais pu vous parler de métacognition, mais le temps nous était compté. Donc, maintenant, à quoi on joue ? Conclusion, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations que vous avez là et que vous maîtrisez ? Suite à cette présentation superbe. Eh bien, l'intérêt, ça va être, comme je vous disais, ces jeux sont parfois similaires à des jeux qu'on peut utiliser en rééducation. L'intérêt d'utiliser le jeu, le support ludique avec des publics empêchés, ça va être aussi de les faire travailler sur certaines dimensions sans qu'ils aient l'impression de travailler. Parce que qui dit ludique, justement, c'est quelque chose qui est plus attractif, qui est plus attirant que de dire on va aller en classe et puis on va faire 3 heures de cours de français, éventuellement avec des personnes qui maîtrisent mal le français. Aborder l'acquisition de la langue avec des jeux avec un vocabulaire simple peut être aussi un bon moyen de les intégrer sans même s'en rendre compte pour mieux les maîtriser ensuite. L'intérêt aussi du jeu, ça va être donc de se réapprendre à vivre en société. On voit surtout maintenant, après 2 ans de pandémie, où on a été pas mal isolés, le jeu peut être un bon moyen pour converger ensemble vers un but et réapprendre aussi à s'adapter aux autres. Et c'est typiquement les dernières fonctions qu'on a vues, les fonctions de cognition sociale,
qui vont être le plus important en fait pour s'adapter à l'environnement et aux autres, parce qu'on est dans une société, l'humain est un être social comme pas mal d'animaux, mais on est un peu les pires ou les meilleurs dans ça. On a besoin d'être avec les autres, mais pour ça nécessite de s'adapter à eux. Donc le jeu peut être aussi un bon moyen que de pratiquer ça, de reprendre l'habitude d'être avec les autres et non pas d'être seul dans sa cellule avec soi-même. On pourrait continuer pendant des heures, mais le jeu de société est assez peu étudié au final en neurosciences, contrairement aux jeux vidéo, parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le jeu vidéo c'est un énorme marché, et il y a beaucoup de gens qui vont dire les jeux vidéo rendent violents, attention, danger, donc on l'a plus étudié. Et parfois, quand je vois passer des articles jeux et neurosciences, je me dis trop cool. Et en fait, on parle de jeux vidéo. Le jeu de société, c'est vraiment très peu étudié. Moi, je demeure persuadée que le jeu a une influence positive. Dans mon maigre mémoire que j'avais pu réaliser, j'avais déjà observé qu'il y avait des évolutions. En fait, les joueurs qui jouaient régulièrement avaient de meilleurs scores de planification, de capacité d'empathie, etc. Mais hormis ces gros phénomènes d'expertise, avec par exemple les experts d'échecs qui font des championnats du monde, etc., les joueurs, les petits joueurs, sont peu étudiés. Mais je pense que maintenant, c'est à vous de mettre ça en place et d'observer les évolutions dans vos milieux avec vos usagers. Et puis, je vais donc laisser la place à Antonin qui va aussi vous mettre, juste après la pause, de bons exemples sur l'intérêt de la pratique du jeu. Merci de votre attention en tout cas.